Bonjour à tous. Je suis Pierre-Auguste, donc ingénieur en R&D matériaux et procédés. Je fais partie de l'entreprise qui s'appelle CETIM Centre-Val de Loire, qui fait partie du groupe CETIM. Donc le CETIM, c'est le centre technique des industries de la mécanique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le procédé MELD, qui est un procédé innovant de fabrication additive par friction malaxage. Donc la présentation va être assez technique, mais voilà, je ne vais pas non plus me focaliser que sur le technique et je vais essayer de vous donner une vue exhaustive de ce procédé. Pour remettre un peu dans le contexte de ma présentation, le CETIM Centre-Val de Loire, on a des activités en fabrication additive métallique. On se focalise principalement sur le procédé de fusion laser sur lit de poudre, qui est le procédé le plus connu de fabrication additive métallique. Mais on investigue aussi en fait pas mal de procédés innovants de fabrication additive métallique, tels que justement le MELD, ou même des procédés type cold spray ou DED poudre, pour lesquels on propose des projets d'évaluation technologique aux industriels et également de la caractérisation et des études de manière un peu plus large. Alors, dans la présentation, ce qu'on va voir, c'est ce qu'est la fabrication additive par friction malaxage, puisque ça regroupe en fait plusieurs procédés. Ensuite, le fonctionnement du procédé MELD. Ensuite, voilà, quelle est l'entreprise qui met en œuvre ce procédé et quelle machine elle produit. Ensuite, dans l'aspect matériaux, caractéristiques mécaniques et métallurgie, donc une partie un peu plus technique. Les applications potentielles de ce procédé, en tout cas que nous, on a jugé intéressantes. Et ensuite, voilà, tout ce qui est avantages, limites et niveau de maturité du procédé pour vous permettre de le situer par rapport à d'autres procédés de fabrication conventionnels ou d'autres procédés de FA. Et je conclurai la présentation avec une présentation d'un projet qu'on propose actuellement à plusieurs industriels pour évaluer justement cette technologie émergente. Alors, la fabrication additive par friction malaxage, comme je l'ai dit, elle regroupe un ensemble de plusieurs procédés. Donc il y a les principaux qui sont notés ici. Alors, les plus connus qui s'assimilent plus à des procédés d'assemblage sont le soudage par friction rotative et soudage par friction linéaire. Donc on les voit en haut et à gauche. Et donc voilà, quelques autres procédés de fabrication additive tels que le friction deposition, friction surfacing, friction stir additive manufacturing et additive friction stir. Donc qui sont en soi plus des procédés additifs puisque la matière est ajoutée vraiment couche par couche, que ce soit à partir d'une barre métallique directement ou à partir d'un outil. Et ils ont tous en fait en commun de mettre en œuvre la matière par friction ou par friction malaxage. En ce qui concerne le procédé MELD, il se classe en fait dans les procédés d'additive friction stir, donc ce qu'on voit en haut à droite. Et en gros, on a de la matière d'apport qui va arriver en fait à travers un outil et qui va être déposée justement par cet outil. Si on se situe sur ce type de procédé et plus spécifiquement sur le procédé MELD, c'est qu'aujourd'hui on a considéré que finalement c'est la gamme de procédés, le procédé qui présente le plus d'intérêt, le plus d'avantages finalement par rapport aux autres procédés de fabrication additive métallique par friction. Alors, le procédé MELD, du coup, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Donc, une définition simple, déjà, c'est un procédé de fabrication additive métallique qui permet de déposer des cordons de matière à des taux relativement importants sur un substrat sans passer par l'état fondu. Alors, à des taux importants, pour vous donner une idée, pour l'alu, par exemple, on va avoir des taux de l'ordre de la dizaine de kilogrammes par heure. Et sans passer par l'état fondu, ça a aussi une importance puisque on peut mettre en œuvre finalement des matériaux qui ont tendance à fissurer à chaud, typiquement pour les alliages d'aluminium, les matériaux de série 2000 et 7000, donc voilà, qui ne peuvent pas être mis en œuvre avec d'autres procédés de fabrication additive qui requièrent la fusion ou même par soudage plus classiquement. Alors, le procédé, donc, il faut imaginer un outil creux. Donc on a un schéma qui se trouve juste en haut à droite de la diapositive. Cet outil creux, il est représenté par la zone grisée. Un outil donc circulaire, donc cylindrique, qui est en rotation, et en fait des barres de matériaux d'apport qui se situent
dans l'outil. Donc, ce métal d'apport, du coup, il est en plus de la rotation qui est générée par l'outil, il va être contraint en compression sur le substrat. Et la force de compression et la rotation va générer des frottements au niveau finalement du substrat, ce qui va échauffer le matériau et en fait l'amener dans un état plastique, dans un état pâteux. Et celui-ci en fait va s'épandre finalement en dessous de l'outil. Et il existe des pions sous l'outil qui vont venir malaxer ce matériau et le lier métallurgiquement au substrat. Ensuite, voilà, une fois qu'on a atteint cette déformation plastique de la matière, l'outil va avancer et c'est ce qui va permettre de déposer des cordons sur le substrat. D'autres intérêts de ce procédé, finalement, c'est qu'on n'a pas de gaz de protection obligatoire, vu qu'on ne passe pas par l'état de fusion, on a moins de risque d'oxydation de la matière. Pas de lubrification nécessaire non plus, et donc voilà, possibilité de refroidir l'outil ou le plateau de fabrication. Et pour vous donner une idée de l'épaisseur des cordons qui peut être déposée avec ce procédé, en gros, on a des largeurs de 12,5 à 50 mm. Alors, maintenant, en vidéo, on va voir comment ça se passe. Ça reste le plus parlant. Alors voilà. Ce qu'on voit, du coup, c'est l'outil tournant, donc voilà, qui tourne à une vitesse relativement importante et qui vient déposer la matière. Donc la matière, en fait, elle arrive vraiment au milieu de l'outil. Et ce qu'on a vu, voilà, c'est qu'on a l'impression que la matière déposée est une sorte de pâte, mais c'est bien de l'aluminium tel qu'on le connaît. Il est simplement en fait mis dans un état plastique à cause de la déformation et de la température qui est appliquée. J'ai beaucoup parlé d'aluminium, mais le procédé permet aussi de déposer d'autres types de matériaux. On a par exemple de l'inconel sur les images de droite, pardon, et de l'acier inox sur l'image en haut à gauche. Et voilà, vous avez vu qu'on pouvait déposer à la fois des cordons dans le plan, finalement dans un plan XY, mais également sur des pièces en rotation. C'est ce que permettent les machines aujourd'hui. Deux mots à propos de l'entreprise qui met en œuvre le process et qui fabrique les machines. L'entreprise s'appelle MEL Manufacturing Corporation. Elle est basée du coup en Virginie aux États-Unis et développe la technologie depuis une quinzaine d'années. Même si aujourd'hui la technologie elle est sortie il y a à peu près 3-4 ans, donc elle est très très récente sur le marché. L'entreprise voilà, a plusieurs générations de machines à son actif, donc commence à avoir un bon retour d'expérience sur le procédé et la mise en œuvre de la matière par friction malaxage. Aujourd'hui, c'est les seuls à notre connaissance à exploiter finalement ce type de procédé dans une version industrielle. Donc voilà, ils ont plusieurs brevets sur la mise en œuvre de la techno. Et voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une techno qui suscite pas mal d'intérêt. Donc voilà, dans le monde de la fabrication additive métallique. Au niveau des machines, donc ce slide, voilà, pour donner les principales machines que peut fournir MEL Manufacturing. Donc on a des enceintes de fabrication qui vont de 30 cm par 30 cm par 90 cm à 2 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Donc soit pour faire de la caractérisation matière et des petites pièces proto, on va dire, soit pour carrément faire des pièces de taille relativement importante. Voilà, pour des preuves de concept ou même des petites séries. De manière intéressante aussi, l'entreprise propose de la fabrication de machines spéciales, donc des machines non pas 3 axes comme on l'a sur les 3 machines à droite, mais potentiellement voilà, des machines 4 axes ou des machines 5 axes pour déposer, voilà, pour avoir plus de liberté géométrique finalement dans la fabrication des pièces. Alors, pour enchaîner sur l'aspect matériaux, donc comme je l'ai dit au début, la technologie permet de mettre en œuvre une gamme de matériaux assez large. Donc on a une liste des matériaux qui ont déjà été testés avec la technologie sur le tableau qui est juste ici. Donc assez simplement à mettre en œuvre, on a les alliages d'aluminium, alliages de magnésium et alliages de cuivre, mais on peut également mettre en œuvre des alliages de titane, des aciers inox, des bases nickel, et même des matériaux qu'on va qualifier d'un peu plus exotiques, type intermétallique ou même des composites à matrice métallique. Alors effectivement, la liste qui est donnée ici, elle n'est pas exhaustive, et voilà, on peut imaginer que la technologie fonctionne avec beaucoup d'autres types de matériaux encore.
Alors, cette technologie, donc au CETIM Centre-Val de Loire, elle nous a pas mal intéressés. Et du coup, on a approvisionné quelques échantillons de matière pour pouvoir réaliser de la caractérisation. Donc, on a commandé voilà, des éprouvettes donc, de type mur que vous voyez juste ici. Donc, on voit bien que l'état de surface n'est pas forcément génial. Mais voilà, dans ce mur, par exemple, on a découpé des éprouvettes de traction, dureté, de quoi faire des analyses métallurgiques. Et voilà, en suivant, je vais vous présenter quelques résultats intéressants. Alors, d'un point de vue observation métallurgique et donc voilà, micrographique, on voit que le matériau est relativement peu poreux, ce qui est plutôt bon signe finalement si on veut fabriquer des pièces avec la technologie dans le futur. Voilà, on a une fine porosité, quelques points noirs qui correspondent à des précipités relativement gros. Donc là, les deux photos, c'est pour de l'aluminium 7075 et du 2024. Et ce qu'on voit sur la photographie de droite, justement, c'est une structure de grain qui est relativement fine pour un matériau qui est juste déposé. Ce qui est relativement intéressant, puisque structure de grain fine signifie bonne caractéristique mécanique en sortie. Alors, pour continuer sur cet aspect, finalement, ce grain fin qu'on a en sortie de procédé, la taille de grain en fait est améliorée, elle est diminuée finalement par rapport aux matériaux de base qu'on va mettre dans l'outil, et ce à cause d'un phénomène de recristallisation dynamique qui est activé justement par l'écrouissage de la matière et la chaleur qui est apportée au matériau. Et donc voilà, ça permet d'obtenir ces grains fins qui sont très intéressants pour les propriétés du matériau. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que le désavantage de travailler à des températures, aux températures de mise en œuvre du procédé, donc pour info c'est de l'ordre de 0,6 à 0,8 fois la température de fusion, ça génère finalement un grossissement des précipités qui sont dans la matière et qui durcissent la matière en temps normal. Donc voilà, brut de fabrication pour les matériaux à durcissement structural par précipitation, on doit refaire un traitement thermique pour obtenir des propriétés mécaniques d'usage. Donc ça vaut par exemple toujours pour reprendre les alliages d'aluminium, pour les alliages de la série 7000 ou 2000, on aura des traitements thermiques à faire pour retrouver des bonnes propriétés mécaniques. En parlant de propriétés mécaniques, j'ai voulu illustrer ce que le procédé pouvait donner avec finalement un exemple pour du TA6V à gauche, donc un alliage de titane, et pour de l'aluminium 6061, donc le graphique de droite. Donc les histogrammes représentent les caractéristiques mécaniques en traction des matériaux. En bleu, on a tout ce qui est résistance mécanique. En rouge, limite élastique. Et en vert, allongement à la rupture. Donc ça, c'est pour les histogrammes. Et pour les petites lignes que vous voyez, c'est des valeurs en fait, qui sont reprises finalement des normes de référence pour ces matériaux. Donc très simplement, ce qu'on voit, c'est que pour le titane, quand on compare finalement à la norme ASTM B381 pour du matériau forgé, brut de fabrication, la technologie MEL permet d'obtenir des caractéristiques mécaniques au moins égales, voire supérieures à ce qu'on a sur du forgé, ce qui est plutôt intéressant. Et pour du 6061, donc le graphique de droite, là effectivement ce qu'on voit c'est que brut de déposition, donc les deux groupes d'histogrammes qu'on a à gauche, on a des caractéristiques mécaniques qui sont à peine équivalentes à celles de l'état recuit, l'état haut, mais après un traitement thermique adéquat, on arrive à retrouver des caractéristiques mécaniques d'usage qui sont celles du matériau dans un état T6, typiquement. Alors c'est fini pour la partie matériaux, donc la partie technique. On passe voilà, à une partie un peu plus illustrée, les applications potentielles de la technologie. Donc, ce qu'on voit comme application principale pour cette technologie, donc déjà, c'est des pièces de grande taille, voire de taille moyenne, puisque la taille des cordons déposés est quand même relativement importante. Et donc, en fait, voilà, tout ce qui est application d'ajout de fonctions, typiquement, on pense à des raidisseurs sur des panneaux pour des applications aéronautiques, par exemple, ou la fabrication d'ébauches de grandes pièces qui seraient usinées par la suite. C'est également quelque chose d'intéressant. Et on a un exemple sur la photo en haut à droite, avec la fabrication d'ébauches de grandes brides pour le secteur aérospatial, par exemple. Ensuite,
des applications de réparation ou de rechargement. Donc voilà, avec une gamme de matériaux très importante, voilà, beaucoup plus qu'en soudage ou même par d'autres procédés de rechargement de FA, puisque voilà, la matière n'est pas mise sous l'état de fusion finalement pour être mise en œuvre. Des applications multimatériaux et de revêtement de surface, et également des applications d'assemblage, un peu comme le procédé de friction stir welding pour ceux qui connaissent. Alors, une autre vidéo pour illustrer une réalisation de l'entreprise Mel Manufacturing et illustrer justement la fabrication d'une ébauche de grande bride qu'on a vue sur la diapositive précédente. Donc voilà, là on voit que Mel Manufacturing a typiquement ouvert une de ses machines pour pouvoir réaliser cette ébauche de grande bride finalement qui présente un diamètre de l'ordre de 2,5 mètres. Il faut voir que ce genre de pièces, habituellement, c'est assez complexe à fabriquer. Et voilà, là, typiquement, la fabrication aura duré plusieurs dizaines d'heures, j'imagine, mais on aura pu avoir finalement on va dire une préforme de la pièce de manière assez simple. Et donc voilà, au final, avec des caractéristiques mécaniques relativement intéressantes. Alors, ce slide pour résumer les avantages de la technologie. Donc, la première chose, c'est vraiment qu'elle s'adresse aux pièces de grande dimension et le procédé est applicable peu importe la taille de la pièce. Il faut juste avoir une machine suffisamment grande finalement pour accueillir tout le volume de la pièce. Et effectivement, à la limitation que les efforts imposés par l'outil ne viennent pas déformer la pièce. L'offre matériaux est relativement large également, avec des matériaux qui ne sont pas possibles à mettre en œuvre par d'autres procédés de fabrication additive qui passent par la fusion, donc type alliage de la série 2000 ou 7000 en aluminium. Des matériaux aussi difficiles à obtenir par des procédés conventionnels. Et même, voilà, on peut imaginer faire des matériaux à gradient de fonction, donc avec des compositions chimiques évolutives en fonction de l'épaisseur de couche. On va seulement en fait avoir à changer le type de matériaux qu'on va mettre dans la machine. Alors, un autre intérêt de ces technologies par rapport aux autres technologies de fabrication additive, c'est la possibilité en fait d'utiliser du matériau d'apport sous forme de barres. Donc ce qui représente un coût beaucoup plus faible que le matériau sous forme de poudre et beaucoup moins de problématiques d'hygiène, sécurité et environnement également. Mais il est également possible de fournir la machine avec de la poudre, voire de la grenaille, voire des copeaux. C'est des choses qui sont en développement chez l'entreprise Mel Manufacturing. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le matériau fabriqué est relativement isotrope. Donc on a des caractéristiques mécaniques et des tailles de grains qui sont relativement identiques dans toutes les directions dans le matériau. On a peu de défauts, donc peu de porosité, peu d'inclusion, une structure de grain qui est fine et des caractéristiques mécaniques qui sont relativement élevées grâce à cette structure de grain fine, et donc des gains de masse envisageables, ce qui pour certaines industries est très intéressant. Le procédé est sans fusion, ce qui implique également peu de contraintes résiduelles, pas forcément d'utilisation de gaz de protection. Et pour finir, voilà, on a des taux de dépose qui sont relativement élevés, puisque les taux moyens pour l'aluminium, voilà, de l'ordre de 9 kg par heure, pour les aciers 5 kg par heure, etc. Alors maintenant, on va passer à des points qui fâchent un peu plus. Donc la première chose, le niveau de maturité de la technologie. Il se trouve qu'aujourd'hui, la technologie, elle est encore en phase de développement et elle n'est pas encore très connue des industriels. Donc voilà, elle commence à gagner de la popularité, mais c'est pas encore ça. Donc le niveau de maturité technologique, on l'évalue à un TRL. Donc l'échelle TRL, c'est Technology Readiness Level. On l'évalue à un niveau 4 voire 5. Puisqu'aujourd'hui, voilà, il y a des machines qui existent sur le marché, elles permettent de fabriquer des pièces dans des bonnes conditions et de manière assez répétable. Donc voilà, pour cette raison, on a un TRL de l'ordre de 4-5. Et donc voilà, il faut savoir que la technologie a également quelques limites. La première chose, vous l'avez vu sur les pièces qui ont été montrées dans la présentation. L'état de surface n'est pas très bon, donc on a une finition par usinage des surfaces de la pièce qui est nécessaire. Il faut savoir aussi sur l'aspect matériaux que la mise en œuvre est d'autant plus simple
que les limites élastiques et la température de fusion de la matière sont faibles. Et également les points d'amélioration qu'il y a aujourd'hui sur la technologie. Là, c'est la nécessité de faire des traitements thermiques pour retrouver des bonnes caractéristiques mécaniques, et ce pour les alliages à durcissement structuraux. Donc là, il y a pas mal d'études à faire finalement en fonction de chaque matériau pour trouver les bons traitements finalement pour retrouver de bonnes caractéristiques mécaniques. Et au niveau des machines, même si Mel Manufacturing travaille finalement a travaillé, a beaucoup amélioré ses machines déjà depuis 3-4 ans. Il y a encore du développement à faire dessus, donc développement de tout ce qui est automatisation des machines, développement des paramètres et des parcours de l'outil pour fabriquer la matière dans de bonnes conditions. Alors, je vais conclure sur cette présentation en présentant les grandes lignes d'un projet qu'on met aujourd'hui en œuvre, donc un projet d'évaluation technologique avec un consortium d'industriels. Alors, donc, ce projet, en fait, on l'a vraiment voulu, entre guillemets, d'évaluation technologique, puisqu'on a un niveau de maturité sur la technologie qui est relativement faible. Donc, le but, en fait, c'est simplement d'approvisionner un peu de matière, caractériser, en fait, la matière qui va intéresser les industriels. Dans notre cas, c'est des alliages d'aluminium et des alliages de titane. Essayer de récupérer des données économiques sur le procédé pour pouvoir évaluer sa pertinence économique par rapport à d'autres procédés de fabrication additive et même par rapport à des procédés plus classiques d'usinage, de forge ou de fonderie. Et également fabriquer quelques démonstrateurs avec des géométries qui sont relativement proches des applications des industriels. Et si on a voulu faire un projet à consortium industriel, c'est aussi pour une raison, finalement pour une raison qui est très intéressante pour les industriels, c'est que sur ce type de projet, en fait, chacun met un montant raisonnable autour de la table. Dans le cadre de ce projet, typiquement, c'était 25 000 €. Et en fait, pour cette somme, on peut approvisionner un certain nombre de matériaux, réaliser un certain nombre de caractérisations, et les résultats, en fait, sont la propriété commune de tous les industriels. Donc, pour une somme relativement faible mise dans le projet, on a un retour d'expérience, un retour de caractérisation sur ce qu'on a fait qui est relativement important. Également, ça permet de créer une sorte de synergie au sein des industriels qui participent au projet, puisque ceux-ci peuvent discuter des applications, des applications intéressantes qu'il y a sur la technologie pour leur secteur d'activité. Donc voilà, je n'ai pas forcément d'autres choses à rajouter sur ce point-là. Donc voilà, je conclue ma présentation avec ça. Il nous reste un petit peu de temps, 3-4 minutes pour des questions. Donc voilà, je vous laisse la parole pour savoir si... Oui, je vous écoute. Oui. Vous avez dit que le chargement est par barre. Oui. Ça veut dire un approvisionnement discontinu, ou alors il y a une méthode pour faire quand même une production, une fabrication continue? Alors effectivement, c'est une très bonne question. J'ai entendu la question, pas de souci. Ah. D'accord, très bien. Bon, je vous laisse la reposer. Bonjour, merci. Oui, ma question était la suivante. Vous avez indiqué un chargement du matériau par barre, donc ce qui laisse penser à une production ou une fabrication discontinue. Donc, question, est-ce que c'est le cas ou pas? Et deuxièmement, impact sur la qualité matière de la pièce fabriquée. Alors, effectivement, comme je disais, la question est bonne. Il se trouve, il y a 3-4 ans, le chargement de matière était discontinu. Donc typiquement, toutes les 3-4 minutes, il fallait relever l'outil et recharger manuellement les barres de matière pour pouvoir effectuer la fabrication. Et d'un point de vue discontinuité lors du procédé, on n'a jamais trop caractérisé, mais ça ne devait pas forcément être génial. Aujourd'hui, ce que propose l'entreprise, justement, c'est une solution d'embarreur automatique pour finalement pouvoir charger des barres de manière automatique dans l'outil. Sans qu'il y ait de discontinuité au niveau du procédé, ce qui permet aux machines de travailler plusieurs heures sans interruption. Encore une question?
Allô? Oui, je ne veux pas monopoliser. En barreur, vertical, il faut 8 mètres sous plafond? Alors là, j'ai pas forcément les dimensions de l'embarreur, mais je vous rassure, c'est pas 8 mètres sous plafond. Mais bon, je pense que déjà la machine, il y a bien 3 mètres de hauteur. Il faut peut-être rajouter un petit mètre pour pouvoir, finalement, pour pouvoir disposer l'embarreur. Mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais essayer d'avoir l'information. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc voilà, s'il n'y a plus de questions, donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir un petit peu après si vous voulez discuter du procédé, si vous voulez un plus d'informations. Également, voilà, vous pourrez venir poser vos questions ou demander d'autres informations sur le procédé sur le stand CETIM, qui de mémoire se trouve dans le hall numéro 1, stand 1G44, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon salon.